Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue dans Frontal, votre rendez-vous politique qui vous plonge au cœur de l'actualité sur le continent. Une demande du continent africain a polarisé les débats lors de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Obtenir des sièges permanents au Conseil de sécurité des Nations unies. Alors, quels enjeux et quelles chances de voir aboutir dans le futur une telle demande? Trois invités avec moi pour en parler. Thierry Moellet II, vous êtes directeur conseil en management stratégique, professeur de stratégie des organisations et d'économie internationale dans de grandes écoles et universités. Vous êtes par ailleurs historiographe, écrivain, auteur de plusieurs livres, dont Historiographie africaine et archéologie de l'esclavage dans le pharaon inattendu, publié aux éditions Ekima Média. Vous êtes également auteur de ce livre. C'est plutôt un roman, celui-ci, on va dire une saga en 3 volumes. Le Pharaon inattendu, le livre de la source, publié également aux éditions Ekima Média. Merci Thierry Moellet II d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Richard et merci de m'avoir invité. Bernard Oudin, vous êtes écrivain vous aussi, conseiller spécial de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, auteur de 2 livres, dont Les Ouattara, une imposture ivoirienne, publié aux éditions du moment. Vous avez la dent dure contre le président Ouattara et ça se voit, ou encore auteur de Gbagbo, un homme, un destin, publié aux éditions Massimilo. Nous allons parler dans cette émission de l'ONU et vous avez un contentieux avec cette organisation, ses résolutions et leur mise en pratique sur le terrain, notamment s'il concerne votre pays, la Côte d'Ivoire, mais on en parle au cours de cette émission. Merci Bernard Oudin d'avoir accepté notre invitation. Patrick Mboyo, vous êtes enseignant en droit public à l'Université Grenoble-Alpes et chercheur associé à l'Université Paris-Saclay. Le droit de veto dans le fonctionnement du Conseil de sécurité des Nations Unies était le terme de votre mémoire de master de la problématique. Vous êtes donc familière. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'Afrique veut des sièges permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies, à l'instar de toutes les autres puissances du monde, et ce, sans aucune restriction, comme a tenu à le préciser à la tribune des Nations Unies le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema. Je voudrais également me réjouir de l'annonce officielle par les États-Unis d'Amérique de leur soutien à l'admission de 2 États africains comme membres permanents du Conseil de sécurité. Cependant, l'Afrique attend une adhésion plus large des autres membres permanents du Conseil de sécurité à cette initiative. En même temps, l'accès au droit de veto des membres africains. Ceci ne serait que justice pour notre continent. Bernard Oudin, très rapidement, le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema, nous venons de l'entendre, dit et veut pour l'Afrique 2 sièges permanents et ce, avec droit de veto. Une demande légitime, dirons-nous. C'est une demande ancienne, c'est pas simplement ce que dit aujourd'hui le président gabonais. C'est d'ailleurs repris il n'y a pas très longtemps, et c'est pour ça qu'il en parle, par l'ancienne ambassadrice des États-Unis au Libéria, qui a ensuite représenté les États-Unis aux Nations Unies, Madame Thomas Greenfield. C'est une proposition des grands États de toujours donner, je dirais, entre guillemets, cette carotte à l'Afrique, mais savoir quelle sera la taille et la forme de cette carotte, parce que je crois que le point principal, c'est le droit de veto. Et on en parlera avec nos amis. Je crains que le droit de veto, tel qu'on l'imagine, tel qu'il existe aujourd'hui pour les 5 membres permanents, soit difficile à obtenir dans un avenir proche. C'est pas pour l'Afrique. Pour l'Afrique. Je dis, c'est pas mon souhait. Mais c'est votre pressentiment. C'est un pressentiment. Déjà, l'application actuelle du droit de veto crée des soucis importants. Ça a peut-être permis la survie de l'ONU depuis l'origine, parce que s'il n'y avait pas eu de droit de veto absolu, je pense que des pays comme l'Union soviétique à une certaine époque, ou peut-être la Russie aujourd'hui, auraient lâché les amarres avec cette forme d'ONU.
Mais le fait qu'il y ait ce Conseil de sécurité avec ses 5 membres qui se tiennent tous un petit peu par la barbichette, si on peut dire, permet à l'ensemble de tenir qu'à un cas et de vouloir introduire légitimement 2,5 milliards d'habitants, 54 pays dans l'organisation centrale de l'ONU, ça paraît d'une légitimité irrévocable. Alors, très rapidement, avant de parler du fonctionnement même du droit de veto avec celui qui est le spécialiste de la question autour de cette table, Thierry Moëllet, comment d'abord comprendre que une organisation, au sein d'une organisation créée en 1945, l'Afrique qui est à la fois le continent, on va dire, le plus grand du monde en termes de population et même, pourquoi pas, de superficie, ne soit pas représentée en 2024 au sein du Conseil de sécurité. Déjà, à la base. Déjà, il faut comprendre que l'ONU n'a jamais été conçue pour de telles exigences. L'ONU était, à l'époque de sa création, une espèce de club d'anciens colons ou de colons, parce que il ne faut pas oublier, si on met de côté peut-être la Russie et accessoirement la Chine, si on ne part avec l'ONU que sur la base du fait que c'est les gagnants de la Deuxième Guerre mondiale ou la Deuxième Guerre occidentale, on a tout faux. Parce que cette Deuxième Guerre, il y a des Africains qui ont participé, mais c'était par leur compte. C'était au compte, n'est-ce pas, des colons. Oui. Et ce sont des colons qui s'asseyaient, qui se sont assis sur les cendres de la Société des Nations, la SDN, pour créer en 1945 les Nations Unies. Le problème avec cette création est d'abord un problème, appelons ça quoi, d'illégitimité démocratique. Parce que vous avez 7 milliards de personnes qui vivent sur cette planète, et vous avez une Assemblée générale qui prend à peu près aujourd'hui 193 pays, États. Et vous avez 5 pays qui ont le droit de dire, quel que soit ce que l'Assemblée générale décide, il y a 5 pays qui ressemblent à une espèce d'oligarchie qui décident si oui ou non ça va s'appliquer, ou alors qui bloquent l'application de ce que la majorité, n'est-ce pas, a décidé. Il y a donc un problème d'illégitimité démocratique parce que ça ne représente que peanuts. Il se fait que lorsqu'on creuse à l'intérieur de l'essence même de ce Conseil de sécurité, on se rend compte qu'au moment de la création des Nations Unies, la majeure partie des pays du monde étaient encore sous le joug colonial. C'est vrai. Des gens qui sont supposés, n'est-ce pas, favoriser l'épanouissement de l'humanité. Et ce sont eux qui siègent à ce Conseil de sécurité. Je dis bien hors la Russie et la Chine, parce que tous les autres, d'une manière ou d'une autre, étaient encore des colons et qui régissaient les allées et les venues, n'est-ce pas, des peuples du monde. Donc aujourd'hui, qu'on pose la question de savoir si il y a lieu, n'est-ce pas, d'octroyer la question. On pose la question à qui octroie? Parce que si on doit généralement s'interroger sur le système des Nations Unies, sur le Conseil de sécurité, quel est l'organisme à l'intérieur qui donnerait, on s'adresse à qui? Le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité, le deep state qui est là derrière, c'est les États-Unis. C'est ça. Donc, alors, est-ce que les États-Unis, en tant que deep state, donc le pays profond, vont accepter de se désarticuler et de se départir de leur puissance juste pour les beaux yeux des Africains? La question est encore plus grave. Lorsqu'on prend près de 2 milliards de personnes humaines qui vivent en Afrique, en tant qu'Africains, du Cap au Caire, d'Asmara à Lagos, eh bien, on se pose la question de savoir, mais est-ce que c'est leur priorité? Quel est l'intérêt pour les Africains aujourd'hui de reposer une question qui a été posée depuis les années 60? Ce n'est pas aujourd'hui que les Africains demandent, n'est-ce pas, à accéder à la table. La question que vous posez s'adresse à qui? Quel est l'intérêt pour qui? Pour les Africains? Pour les Africains. Au regard des Américains et du reste du monde? Au regard des Africains eux-mêmes. Parce que l'agenda, jusqu'à présent, qui est celui des Nations Unies, c'est d'amener les Africains à voter pour leurs intérêts. L'intérêt des Américains et des superpuissances. Aujourd'hui, que les Africains demandent à accéder à la table, ils apportent quoi concrètement en termes de puissance? Vous posez la question pour mettre en cause la légitimité de la demande? Non, ce n'est pas la légitimité, mais la pertinence. La pertinence de la demande. Parce qu'on peut bien suivre qu'il est légitime du point de vue démographique
Mais ce n'est pas comme ça que fonctionne le monde. On ne regarde pas la démographie pour octroyer des cartes, n'est-ce pas, et des jokers. On regarde la puissance à la fois militaire, économique et stratégique que représentent ceux qui veulent absolument avoir droit... L'Afrique n'a pas la puissance économique qu'il faut pour être... Non. Dans le sens qui est celui de la géostratégie mondiale, oui. L'Afrique ne pèse Tout pas le monde encore. vient s'approvisionner en Afrique et vous nous dites que... Ça, ce sont les matières premières. C'est mais pas oui, la mais puissance, c'est le potentiel. Oui, mais c'est ça qui fait la puissance économique. Non. La puissance si aujourd'hui, on ferme la porte pour l'approvisionnement en minerais, uranium... Richard, et ça, tout on parle de potentiel économique. D'accord. La puissance économique, c'est déjà l'économie réelle, transformée avec, d'un côté, l'agrégat de la demande, c'est-à-dire l'ensemble de la demande qui est satisfaite. Votre discours s'entend. Ben voilà. Et aujourd'hui, l'Afrique n'est pas encore, à mon avis, outillée pour fonctionner avec ce qu'on appelle des bargaining powers, c'est-à-dire, en fait, le pouvoir de négociation. Quel est le pouvoir de négociation que l'Africain a aujourd'hui pour peser et contraindre, n'est-ce pas, toutes les superpuissances? Si le sens de votre question... Oui. C'est d'amener les Africains à se prendre plus au sérieux et à se rendre plus respectables sur la scène internationale. Alors, je la comprends, votre question, Patrick Mboyo. ONU créée en 1945. C'est en 1971 que la Chine a fait son entrée au Conseil de sécurité. La Chine qui était en 1945 un peu comme, faisait partie du tiers monde. Donc, alors, pourquoi on fait entrer la Chine et le continent aujourd'hui, et moi je vous repose la même question, espérant que vous n'êtes pas de l'avis de Thierry Moëllet. Vous, le regard que vous portez sur une telle demande, s'il vous plaît. Il faut d'abord comprendre d'où vient l'ONU. L'ONU est une organisation qui a été créée dans le cadre d'un conflit. De conflit dont vous venez de parler tout à l'heure, la Seconde Guerre mondiale. Déjà en 1942, il y a eu une déclaration qu'on appelait la Déclaration des Nations Unies, que certains pays commençaient déjà à signer pour penser à l'après-société des nations. Et dans cette déclaration, tous les pays qui étaient membres, signataires de cette déclaration, ont été conviés à San Francisco du 25 avril au 26 juin 1945 à ce qu'on appelait la Grande Conférence pour la création de l'Organisation des Nations Unies. Oui. Cette organisation a été créée avec un but principal, précis, le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Et dans ce contexte-là, déjà à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'États qui existaient, qui étaient États souverains. Il y a eu plus ou moins 55 États au départ pour la création des Nations Unies, et dont 11 membres du Conseil de sécurité. Il n'y avait même pas 15. Ce n'est que par la suite, à la suite d'une réforme, que le Conseil de sécurité passait à 15 membres. Donc déjà, il faut se demander, les pays africains, il y en avait combien à la création des Nations Unies? Et il n'y en avait pratiquement pas. À part le Libéria, l'Éthiopie, peut-être l'Égypte aussi, je pense. En tout cas, c'est à compter au bout des doigts. Non, le Libéria, c'est tellement pas. Le Libéria est venu après, a été créé en, je crois, 1946 Non, le Libéria était un État ancien. C'est créé par des anciens esclaves afro-descendants. D'accord. Le Libéria était membre fondateur des Nations Unies, l'Éthiopie aussi, je pense peut-être l'Égypte et d'autres membres. Donc c'est à voir. Pardon ? L'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud aussi. D'accord. Donc c'est à compter au bout des doigts. Je ne pense même pas que ça faisait 5 États. Donc aujourd'hui, nous sommes déjà partis avec un déficit du nombre d'États au sein de l'Organisation des Nations Unies. Oui. Ça, c'est un premier élément qu'il faut noter. Maintenant, c'est la conception du droit de veto. Le droit de veto en lui-même, en fait, dans la Charte des Nations Unies, vous ne verrez nulle part le mot veto. Ça n'existe pas. C'est le travail que j'ai fait justement quand j'étais à l'université. Le veto, c'est quoi en réalité, le droit de veto ? Le droit de veto, c'est une garantie du mécanisme qu'on appelle le principe de l'unanimité des membres permanents du Conseil de sécurité, consacré par l'article 27, paragraphe 3 de la Charte des Nations Unies, qui dit que pour toute décision concernant une question autre que de procédure, il faut qu'il y ait l'unanimité des membres permanents des Nations Unies. Oui. Et ces membres permanents sont au nombre de 5. La Chine, qui a été membre dès l'origine, les États-Unis d'Amérique, la France, la Grande-Bretagne et la Fédération de Russie. Maintenant, pour la Chine, pour revenir à ce que vous disiez, la Chine a été confrontée à un problème avec la révolution chinoise qui s'est faite. Le gouvernement qui était au départ légal à Pékin est parti sur l'île de Taïwan. Et ce gouvernement a continué d'exercer pendant que la révolution était sur la Chine continentale. C'est ce gouvernement qui représentait la Chine et n'a utilisé le veto qu'une seule fois pour s'opposer à l'adhésion de la Mongolie. Oui. Ensuite, ce n'est que par la suite, en 1971, que l'ONU s'est rendu compte, attendez, on doit faire la réelle politique
La vraie Chine, la Chine majoritaire, se trouve sur la Chine continentale. Absolument. Reconnaissons le gouvernement sur place, de Mao, comme étant le gouvernement légitime, et c'est à partir de ce moment-là que la Chine est redevenue pleinement membre du Conseil de sécurité nationale. Monsieur Boye, on revient à l'Afrique. Maintenant, pour revenir à l'Afrique, le problème de la conception du droit des vétos. L'ONU n'a pas été créée seulement par la conférence de San Francisco. Il y a eu une première conférence, la conférence de Dumbarton Oaks, qui a eu lieu du 21 septembre au 7 octobre 1944. Dumbarton Oaks, une petite ville près de Washington. Et pendant que les grands de ce monde travaillaient déjà, il y avait la Grande-Bretagne, les États-Unis et la Russie à l'époque, il y a eu une opposition entre la Russie et la Grande-Bretagne sur l'application du droit de veto. Comment on allait faire fonctionner le veto. Et la conférence est achevée le 7 octobre. Ils se sont donné rendez-vous à Yalta. C'est vrai, la conférence du 3 au 11 mars 1945 à Yalta. Et souvenez-vous, Staline, maintenant, pour faire comprendre à Churchill qui n'était pas de son niveau, a prévu un siège, une chaise en tout cas, identique pour lui-même Staline et Franklin Delano Roosevelt, mais il a prévu une chaise différente pour Churchill. Donc Churchill était dans un fauteuil un petit peu allongé, un petit peu, pour lui montrer qu'il n'avait pas le même niveau. N'oubliez pas de revenir à l'Afrique. Je reviens à l'Afrique, déjà pour vous montrer pourquoi je parle de tous ces éléments. Oui. Pour dire que le veto, c'est d'abord un élément de puissance. C'est un élément de puissance. D'accord. Nous sommes en train de vivre un événement particulier actuellement, c'est que nous cherchons à réformer l'ONU dans un contexte qui n'est pas de guerre, dans un contexte qui est de paix. Enfin, de Or, paix relative. dans ces moments, paix relative dans ce monde, mais en tout cas de paix. Les grandes puissances, entre eux, ne se font pas la guerre, en tout cas les 5 membres permanents. Pas encore. Se font pas la guerre. Or, pour réformer les droits des vétos, l'article 109 de la charte dit que toute réforme de l'ONU nécessite le vote des 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Donc, eux-mêmes doivent être d'accord. Ce n'est pas une question de renoncer à la puissance, comme c'était dit tout à l'heure, mais de partage de puissance. Or, la puissance aujourd'hui, selon la conception actuelle, ce n'est pas une question de revendication, c'est une question de droit. Les Africains veulent un droit de puissance. Mais il n'y a pas question de légitimité, justement. Il y a question de puissance. Est-ce qu'on le revendique ou on l'obtient, ou on se le donne? On veut, en réalité, en tant qu'Africains, qu'on nous donne un siège. Or, ceux qui ont conçu le droit de veto, ou 2 sièges, ont conçu cela comme quelque chose qui a été conquis, arraché par la force et maintenu par le rapport de puissance. C'est intéressant ce que vous dites. On reviendra plus en profondeur sur cette question de rapport de force qui permet effectivement de jouir du droit de veto et de l'utiliser. Bernard Oudin, Thierry Moëllet II disait quelque chose d'intéressant et tout à l'heure, et c'est aussi là l'intérêt de votre invitation dans cette émission. Il dit l'organisation ne fonctionne pas du tout de façon démocratique. 5 pays s'entendent entre eux et prennent des décisions et qu'ils exécutent. On se souvient, il y a quelques jours, M. Robert Bourgi, dans son livre « Confession, ils savent que je sais tout », rapporte une conversation, un échange avec l'ancien président français Nicolas Sarkozy, qui justement dit dans ses confessions « J'ai reçu mandat pour vitrifier Laurent Gbagbo. Je vais le vitrifier. J'en ai reçu mandat. » J'ai dit tout à l'heure que vous avez contentieux avec cette organisation. C'est aussi là l'illustration de l'utilisation arbitraire et antidémocratique de cette organisation et de ses résolutions. Déjà, dans le livre de Bourgi, ça me donne une première satisfaction, c'est que vous avez dit que j'ai écrit des livres sur Ouattara et le président Gbagbo en 2015 et en 2019. Je disais déjà à l'époque, dans mes livres, ce que M. Bourgi dit aujourd'hui. Oui, mais et je le disais depuis 2010. Laurent Gbagbo a gagné les élections et c'est M. Sarkozy qui a indûment provoqué ce qui s'est passé en 2011 à Abidjan. Et en se voilant dans une soi-disant résolution de l'ONU qui lui aurait donné les capacités de faire ce qu'il a fait. Ce qui est aussi un mensonge absolu. Parce que les différentes résolutions qui se sont succédées sur la Côte d'Ivoire dans la période n'autorisaient jamais M. Sarkozy à faire ce qu'il a fait. Et d'ailleurs, on peut parler aussi, en parlant de l'Afrique, que les résolutions sur la Libye ne donnaient pas l'autorisation de faire ce que la France, les États-Unis, dans le cadre, entre guillemets, de l'OTAN, ont fait en Libye. Et pour revenir à la Côte d'Ivoire, j'ai connu des gens qui étaient à l'ONUCI, qui ont quitté l'ONUCI depuis,
en disant mais tout ce qu'on a fait était une hérésie juridique et une atteinte à l'organisation. Qu'est-ce que vous avez fait? Le fait d'aller déloger le président Gbagbo dans son palais et Il n'y avait aucun mandat pour ça. Aucun. Le seul élément sur lequel se fondait Laurent Gbagbo pour éventuellement reconnaître une défaite, c'était le recomptage des voix. On ne va pas revenir pendant des heures là-dessus, mais il y a juste un seul point qui nous relie à l'ONU, c'est que le lendemain du vote du deuxième tour, M. Choi, représentant de l'ONU-SIC, représentant de l'ONU, et de représentant de Ban Ki-moon, qui était son compatriote, qui était coréen comme lui, mais qui était secrétaire général de l'ONU à l'époque. On a fait un communiqué officiel pour dire que la participation en Côte d'Ivoire était de 70%. Le jeudi, et même le RDR a repris ces 70% pour affirmer aussi que malgré la chute de la participation au deuxième tour, on atteindrait quand même 70%. Et le jeudi, quand M. Bakayoko a été instrumentalisé à l'hôtel du Golfe en présence de l'ambassadeur de France et de l'ambassadeur des États-Unis, le président de Bakayoko, qui présidait la commission électorale indépendante, entre guillemets, il a fait un décompte des voix. Ouattara tant, Gbagbo tant, nombre de votants. Vous faites la division qu'un élève de CM2 peut faire, et on trouvait le taux de participation. Et ça, le monde entier ne l'a pas fait. Et moi, je l'ai crié nuit et jour à cette période-là. 82%. Comment vous passez de 70% à 82% en 4 jours alors que les votes sont fermés? Je propose. Toute la tricherie est là. Toute la tricherie. Je propose qu'on marque une courte pause. On revient. Et dans quelques instants, pour suivre cet échange, c'est intéressant de revenir et de découvrir des années après ce que cette organisation, sous couvert de ses résolutions et de ses mandats, a pu créer comme difficulté, on va dire les choses légèrement, dans le monde. On marque une courte pause, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine. Deuxième partie de notre émission consacrée à la demande du continent africain d'avoir 2 sièges, en tout cas pour l'instant, au Conseil de sécurité des Nations Unies, avec bien entendu le droit de veto. Nous étions dans la première partie de cette émission en train de jeter un regard sur le fonctionnement de cette organisation. Thierry Mouelet II nous expliquait qu'elle ne fonctionne pas du tout de façon démocratique. Ses membres permanents s'arrogent le droit et le pouvoir de décider de la marche du monde au mépris, en tout cas, de la position globale du reste de l'Assemblée générale des Nations Unies. Vous étiez, Bernard Oudin, en train d'évoquer le cas spécifique de la Côte d'Ivoire au regard donc des confessions faites il y a quelques jours par Robert Bourgi, qui dit, en 2010, c'est Laurent Gbagbo qui a gagné les élections, pas le président Ouattara. Et le président français a donc décidé d'utiliser les résolutions des Nations Unies pour le faire partir du pouvoir. Oui, on ne peut pas considérer que ce n'est que des propos, ce ne sont que des propos qui n'engagent que Robert Bourgi et qu'en réalité, ça peut ne pas être vrai. Non, ce que dit Robert Bourgi, d'abord, que Gbagbo avait gagné, tout le monde le sait, tous les gens bien informés le savent. Et quand je vous disais tout à l'heure sur le taux de participation, j'ai une confirmation qui est arrivée en 2015. De qui? De quoi? L'ancien directeur Afrique de l'Ouest du Quai d'Orsay, qui était en poste à l'époque, et qui a dit, dans une tribune dans le journal Le Monde, c'est pas dans n'importe quel journal, a écrit sur la crise ivoirienne en disant à la fin, de toute façon, les chiffres annoncés au Golfe pour la soi-disant élection de M. Ouattara, ces chiffres étaient faux. C'est le Quai d'Orsay, c'est quelqu'un qui était au Quai d'Orsay ce jour-là. Ministre français des Affaires étrangères. Ministère des Français des Affaires étrangères, directeur Afrique de l'Ouest,
qui d'ailleurs ensuite a eu des soucis avec M. Fabius plus tard, Fabius, oui. c'était M. Laurent Bigot, qui a dit très clairement, par écrit, et dans mon livre sur Gbagbo et son départ à La Haye, j'ai retrouvé, par des voies diverses, un certain nombre d'emails qui étaient expédiés entre la France, la CPI, les Nations Unies. Et au moment précédant la chute de Laurent Gbagbo, il y a un certain nombre d'emails qui montrent que les autorités françaises étaient au courant de la situation réelle et ont tout fait, malgré ça, malgré la situation réelle, avec les Nations Unies et avec la Cour pénale contre Laurent Gbagbo. Tout ça dans Et selon l'illégalité. vous, pourquoi ils ont fait ça? Quel était leur intérêt à faire Parce ça? que la Côte d'Ivoire était, entre guillemets, un petit pays. Oui. On a fabriqué des résolutions, on les a plus ou moins violées, on les a utilisées en faisant passer dans la presse mainstream un certain nombre d'éléments pour dire, voyez, on a des mandats, etc. Et on a pu, de cette façon-là, écraser la Côte d'Ivoire, écraser la Libye. Je reprécise ma question. Par Bernard contre, Houdin. oui, mais... Pourquoi ont-ils préféré le président Ouattara à Laurent Gbagbo? Parce que ça ne leur aurait posé aucun problème de laisser Laurent Gbagbo. Puisque ailleurs des chefs d'État ont fait 5 mandats. Je finis 30 ans. sur les Ouais. résolutions, sans rentrer dans les détails parce que c'est trop long. Mais il y a une résolution célèbre aux Nations Unies qui n'a jamais été appliquée. Laquelle? La 272 sur Israël et la Palestine, en On 1967. parle de la Côte d'Ivoire. Non, mais pour vous dire que sur cette résolution-là, le monde entier, pour l'instant, n'a pris aucune mesure contre le pays sur lequel on avait fait la résolution. Et pour revenir à la Côte d'Ivoire, et pourquoi Ouattara et Sarkozy... Puisque c'est ce que vous semblez démontrer. C'est au-delà de Ouattara et Sarkozy, c'est la relation France-Afrique. Et je vais vous donner un exemple très précis qui nous ramène au livre et aux confessions de Bourgi. Des confessions sur cette partie-là qui n'en sont pas, puisque Pierre Péan l'avait écrit dans son livre sur les mallettes de la République en 2011, c'est le fait que Laurent Gbagbo ait financé une partie de la campagne de Jacques Chirac en 2002. C'est pour ça qu'ils ont voulu sa peau? Mais reprenons le fil de l'histoire. Gbagbo, quand il devient président en 2000, dit moi, payer dans le système ancien, c'est fini. Et sous la pression du président gabonais Omar Bongo, qui lui fait comprendre que les chefs d'État africains sont un peu pris dans un système, Gbagbo dit OK, je vais payer, mais dis-leur bien aux Français, puisque toi tu es notre doyen, que je paye pour solde de tout compte. Et c'est là qu'il pose la question à Bongo, tu donnes combien? Parce que lui, il n'avait aucune idée. Et Bongo lui donne le chiffre, il dit, je donnerai comme toi, mais ce sera fini. Je ne donnerai plus après ça. Il donne, Gbagbo paye, Chirac est élu quelques mois après, en avril 2002. Dans la foulée, le gouvernement français, les Français votent un parlement où il y a 400 députés pro-Chirac, donc il n'y a pas de problème de majorité. Et en septembre 2002, il y a un coup d'État contre Gbagbo. Moi, j'étais à Abidjan, je n'étais pas encore avec Gbagbo. Je me précipite à Paris rencontrer un proche de Chirac, l'écrivain Denis Tillinac, qui était un de ses proches, qui était son homme Afrique à l'époque. Non. Et à qui je dis, pourquoi la France a fait ça? Et la réponse de Tillinac, elle était terrible. Je l'ai dit dans mon livre, donc ce n'est pas une nouveauté. Il a dit, mais vous savez, Chirac a été élu très fortement en battant Le Pen avec un score à l'africaine, 82%. On a eu 400 députés. Qu'est-ce qu'ils ont fait quoi depuis? Ils sont défilés à l'Élysée pour dire on a battu Jospin en France, battons ses copains socialistes en Afrique. Débarrassons-nous de ces copains socialistes en Afrique. Et c'est comme ça que Gbagbo, celui qui disait je paye une fois pour toutes, devait être éjecté parce que pour la prochaine élection, il n'allait pas payer. Donc il fallait le sortir du système. Mais Robert Bourgi dit Sarkozy est le président qui a mis fin à ce genre de financement occulte. C'est ce qu'il dit. Alors, si Sarkozy ne veut pas l'argent de Gbagbo... Excusez-moi. Si Bourgi fait dire ça à Sarkozy ou Sarkozy dit ça à Bourgi, croyez-moi, et la Libye est un cas précis là-dessus, il parle... Hein. Attention, présomption d'innocence, s'il vous plaît. Oui, au-delà de la présomption d'innocence, il y a des faits, et les faits sont têtus, comme disait Lénine. Si aujourd'hui on me donne la preuve que pas une seconde Sarkozy n'a touché d'argent d'Afrique pendant tout son mandat... Le propos, il est clair. Thierry Mouelet 2. Alors, c'est toujours troublant et intriguant de découvrir comment
on va dire quoi? Ceux qui, au fond, exercent des pressions sur nous pour qu'on avance vers la démocratie et l'état de droit sont ceux qui, dans les coulisses, font dysfonctionner et la démocratie internationale, en tout cas en ce qui concerne le fonctionnement des Nations Unies. C'est troublant. Disons que on fait dire à la démocratie ce qu'elle n'a jamais été. Et on comprend la démocratie selon nos propres intérêts. D'accord. La démocratie, du moins institutionnelle, n'a jamais été réellement ce qu'on pense qu'elle est. La démocratie est une institution sous contrôle. Et qui dit sous contrôle dit généralement les gens qui ont le pouvoir de la contrôler. La démocratie est orientée, elle peut être présidentielle, parlementaire, tout ce qu'on peut imaginer. Oui. Mais il reste que c'est pas un chien fou, la démocratie. C'est pas un système débridé. La démocratie, en fait, c'est un idéal. D'accord. Et nous c'est voulons, vrai, c'est bien dit. Voilà. Et nous voulons la saisir. Absolument. Dans les faits, comme si, en fait, en réalité, elle a un côté axiologique, c'est-à-dire du bien et du mal. Mais en réalité, la valeur de la démocratie, c'est un projet. C'est un idéal. C'est un idéal. Comme vous dites. C'est un projet. Donc, si on reporte dans une macrostructure, la démocratie, on l'amène aux Nations Unies, Bien sûr. on se rendra compte que les Nations Unies qui prônent, n'est-ce pas, l'épanouissement de l'humain, la liberté, la paix et Bien tout, sûr. ne sont pas déjà elles-mêmes Dans leur fonctionnement structurel. dans leur fonctionnement structurel démocratique. Donc ça crée une ambivalence qui est difficile à comprendre et au point qu'aujourd'hui, lorsqu'on interroge les principes même de la démocratie, on met de côté la morale. Parce que la morale démocratique mettrait totalement à plat tout ce que nous avons comme système aujourd'hui. Je suis d'ailleurs en train d'écrire un ouvrage, j'espère le finir d'ici quelques temps, sur la démocratie et le principe philosophique de la démocratie, si ce n'est pas un instrument hégémonique. Et c'est là où tout, en fait, en réalité, se met en branle. De comprendre la démocratie aujourd'hui comme un instrument hégémonique, c'est avoir le courage de dire ceux qui prônent la démocratie, en réalité, sont les premiers à ne jamais l'appliquer Respecter ses telle principes. qu'elle est structurellement conçue. Le pouvoir du peuple par le peuple, pour le peuple. Mais en réalité, le peuple, c'est qui? Et il y a un moment, celui qui organise la démocratie et qui n'est jamais visible, c'est le tenant de la bourse. La démocratie est généralement orientée par celui qui est capable de structurer une pensée cohérente, mais qui est loin d'être la réalité de la pensée mise en place et qui, sérieusement, donne les moyens matériels et humains à celui qui est choisi déjà avant de se faire élire par le peuple. Ce que vous dites est profond et c'est valable partout. Donc, la même chose se passe aux Nations Unies. Absolument. Dites-moi, donnez-moi juste un exemple dans le monde contemporain que nous vivons aujourd'hui où le système des Nations Unies a été du côté du peuple, où a apporté la paix, où a apporté le bien-être. Ouais. Donnez-moi juste un exemple, je n'en connais pas. Voilà la République démocratique du Congo depuis les années 60. Ouais. L'ONU, voilà, la MONUSCO n'y arrive pas. Le MINUC, ou la MINUC, je ne sais plus comment on appelle, Congo, et ils sont là depuis les années 60. Le Congo se porte mieux. Regardez la RCA, elle se porte mieux. Donnez-moi un exemple, même dans les Timors, donnez-moi un exemple de pays ou de continent où ce système des Nations Unies opère et où le peuple, en in fine, est tout sourire. Parce que les Nations Unies sont là. Je crois que c'est un machin, comme dirait De Gaulle. Qui satisfait des jeux d'intérêt. Qui satisfait des jeux d'intérêt, des superpuissances. C'est pour ça que je dis généralement qu'aujourd'hui, lorsqu'on a posé la question tout à l'heure, je vous ai dit, mais qu'est-ce que l'Afrique apporte dans ce qu'on appelle le bargaining power, donc en fait la puissance de la négociation. Oui. Qu'est-ce que l'Afrique apporte en tant que puissance de négociation? On revient tout à l'heure sur cette question qui est intéressante. Pour apporter, permettez-moi d'aller au bout de ma petite phrase, s'il vous plaît. Pour apporter le chantage, entre guillemets, parce que le système international fonctionne par chantage. Qu'est-ce que l'Afrique peut apporter comme chantage au système des grands puissants pour qu'on puisse lui dire, bon d'accord, on vous cède ceci parce qu'on a peur des représailles? La priorité de l'Afrique, ce n'est pas le système des Nations Unies. C'est d'accéder à la connaissance, c'est d'accéder à la puissance économique, c'est d'accéder à la puissance militaire. Et avec
ces trois puissances, l'Afrique a de quoi peser en face de ceux qui ne vont jamais lâcher. Parce que jusqu'à présent, j'ai écouté tout à l'heure le général Oligui Nguema, et qui dit, on veut. Mais on ne donne pas, on arrache. Celui qui veut la liberté, parce que si l'Afrique aujourd'hui a les deux places permanentes au Conseil de sécurité des Nations Unies et qui sont agrégées à un système de veto, donc peut-être une voie de veto pour les 54 pays africains, eh bien très bien, les jeux sont neutralisés. Est-ce qu'il y a un intérêt pour ces superpuissants de se neutraliser au point que s'il y a quelque chose qui doit être pris comme décision en faveur de l'Afrique, eh bien que les Africains émettent un droit de veto? Autre chose. Quels sont les pays éligibles? On reviendra sur ces questions-là dans la troisième partie de notre émission. Est-ce que vous posez la question, est-ce que l'Afrique est capable de faire du chantage, puisque vous indiquez que le système actuel fonctionne sur la base de chantage? Est-ce que vous posez la question en sous-entendant que c'est une fatalité on n'a pas les moyens, ou bien parce qu'on n'a pas encore la volonté? Parce que regardez ce qui s'est passé récemment. Le président du Niger, moi je ne suis pas là pour juger qui est démocratique et qui ne l'est pas, mais a pu dire pour la première fois dans l'histoire, je ne reçois pas une délégation américaine parce que je n'ai pas été prévenu. Et il a pu, je vais dire, il y a 5 ans, il y a des années en arrière, il est impossible pour un chef d'État de ne pas recevoir des Américains. Mais ils sont capables aujourd'hui, il y a des pays aujourd'hui sur le continent qui sont capables de taper de la main sur la table et de dire nous voulons que nous soyons davantage respectés. À propos respect, Patrick Mboyo, et très rapidement, quand les Américains disent oui, mais si éventuellement on doit leur donner 2 sièges au Conseil de sécurité, ce sera sans droit de veto. Pourquoi ils ne nous respectent pas? Pourquoi ils parlent de nous comme ça, de façon infantilisante? Qu'est-ce qui fonde chez eux ce manque de respect public? Parce que nous n'avons pas encore compris la machine ou le machin. Vous savez, quand vous achetez ce micro que vous posez là, il faut savoir lire la notice, le mode d'emploi. Okay? Vous n'allez pas acheter ce micro, n'importe qui ne peut pas aller acheter ce micro. Je dis, bon, tiens, ce micro, il est bon, je vais le mettre chez moi. Pourquoi? Pour dialoguer avec les personnes. Non, oui. Vous achetez ce micro avec cette qualité en sachant que ça doit servir sur un plateau de télévision. Et pour un plateau de télévision, si vous voulez avoir un micro de qualité, vous devez avoir une caméra de qualité, vous devez avoir un plateau de qualité, vous devez avoir des caméramans. Donc, à partir d'un micro, vous savez tout le système qu'il y a derrière. Mais nous, on dirait que nous ne comprenons pas. Derrière le veto, ce qu'il y a. Je vous expliquais tout à l'heure que le veto, on a commencé à en discuter en 1944. Et ça a fait l'objet des débats entre les grandes puissances. Écoutez ce que Winston Churchill disait. La conférence de Yalta a duré du 3 au 11 mars 1945. Oui. À son retour de Yalta, Churchill est allé directement à la Chambre des communes le 15 mars 1945. Je retrouve ça dans mon mémoire d'études à l'université de Kinshasa. Il déclare notamment ceci. Avec les 2 autres puissances, c'est-à-dire les États-Unis et la Russie, réunis à Yalta, nous avons conclu un accord absolument facultatif qui prévoit un traitement différent des plus grands et des plus petits en la matière. Quels sont les plus grands, quels sont les plus petits? C'est-à-dire les États. Déjà, depuis l'apparition de l'ordre westphalien, qui a fait émerger l'État moderne, les États ne se valent pas. Donc le 2 poids 2 mesures fait partie de l'ADN de l'ONU. Ça fait partie de la création de l'ordre westphalien. On parle bien sûr sur le plan juridique de l'égalité souveraine des États, mais cette égalité souveraine ne vaut qu'entre les États qui sont de même nature. Par exemple, la France a été admise comme membre permanent du Conseil de sécurité. Je vais vous citer encore ce que j'ai redécouvert dans mon travail. C'est in due course, c'est-à-dire par ricochet. La France elle-même, déjà, dès le départ, entre eux, membres permanents du Conseil de sécurité, ils savent que la France n'est pas une grande puissance au même niveau que la Grande-Bretagne, les États-Unis et la Russie. Elle a été admise comme membre permanent in due course. C'est dans la déclaration version anglaise de la conférence de San Francisco. Et pour dire... C'est pas complaisance. C'est pas complaisance en réalité, parce que c'est la France, vu son histoire, vu son patrimoine, vu son empire colonial, entre guillemets.
donnons-lui un siège. Et la Chine, c'est parce que c'était la première puissance en nombre de personnes. Mais le problème, c'est quoi? Nous parlons toujours du droit de veto en termes d'Africains. Mais aucun de ces pays que nous citons ne parle en tant que d'Européens ou d'Américains ou d'Asiatiques. Oui, c'est ça. Nous devons sortir de cette logique. C'est ça le problème que nous avons. L'Inde, qui avait convié à la conférence de Bandung, déjà à l'époque, qui parlait du fait qu'on doit passer dans un nouvel ordre. C'est ça. L'ordre actuel du Sud global, c'est qu'est-ce qu'il veut? C'est le respect de l'égalité souveraine des États, c'est-à-dire le retour à l'ordre westphalien. Deuxième chose, la conception multilatérale, le multilatéralisme, en sachant qu'il y a plusieurs religions, plusieurs mentalités, plusieurs formes d'organisation sociale, on ne peut pas être tous pareils. Et dernière chose, la puissance, ça se reconnaît. La puissance, c'est-à-dire tout le monde a le droit d'accéder à la puissance, mais cette puissance doit s'arracher. Regardez le parcours de l'Inde, depuis la conférence de Bandung jusqu'à aujourd'hui. L'Inde mérite amplement qu'en tant que nation, en tant que pays, que l'Inde soit aujourd'hui membre permanent. Mais pourquoi nous, les Africains, nous réfléchissons toujours en termes de continent? C'est ça le problème que nous avons. C'est une très bonne question. Je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour répondre précisément à cette question et esquisser des pistes possibles pour une meilleure représentativité sur la scène internationale de notre grand et beau continent, l'Afrique. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine. Troisième et dernière partie de notre émission consacrée à la demande du continent africain d'obtenir 2 sièges au Conseil de sécurité, 2 sièges permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies. Mes chers invités sont toujours avec moi. Bernard Oudin, on l'a entendu, Patrick Mboyo l'a dit dans la deuxième partie de notre émission. Les Africains ne semblent pas encore véritablement faire une bonne lecture de la notice, on va dire, du droit de veto. Quel est votre regard sur la question? Je pense que ce soit pour le droit de veto, dans le cadre des relations internationales, il faut être capable de s'imposer. Et aujourd'hui, les 5 membres permanents ne vont pas, comme on dit en Afrique, faire la passe et faire cadeau d'un droit de veto à des gens qui viennent de l'extérieur et qui sont, sur le plan global de l'humanité, pratiquement un tiers de cette humanité à venir. Et le problème, dans l'autre côté, c'est parmi les Africains, oui, il y a 54 États. Prenons une hypothèse de travail qui a 2 sièges permanents. C'est ça. Qui Posez-vous la question. 54 pays. On peut non, mais imaginer... je vais détailler un petit peu. Ah, d'accord. Si on part du nord au sud, vous avez 2-3 pays au nord, comme l'Égypte, l'Algérie ou le Maroc, qui peuvent éventuellement. Vous avez le pays le plus ancien, l'Éthiopie, qui peut revendiquer. Et puis au sud, vous avez une puissance énorme pour l'Afrique, qui est l'Afrique du Sud. Son pays, la RDC, le président... La RDC, qui est a fait la le scandale géologique du monde, oui, et qui d'ailleurs, les Congolais le payent tous les jours dans leur chair. Et puis l'éponge de pétrole qui est le Nigeria. Donc, comment choisir les 2 membres permanents? Les Africains entre eux vont se choisir permanents. Et ces 2 membres permanents vont-ils défendre leurs intérêts ou les intérêts des 52 autres? Et où de temps en temps vont pas aller défendre les intérêts de quelqu'un avec qui ils sont en rapport? Vous savez, la mariée est très jolie, puis un jour elle part avec le voisin. Donc le problème du droit de veto aussi pose un problème interne au continent africain. Et quand on voit déjà aujourd'hui au niveau des organisations africaines, à commencer par l'UA, mais moi je peux bien parler de la CEDEAO ou véritablement de l'UMOA, des gros problèmes internes que ça a posé.
ça va être très difficile. Ça va être difficile. D'un autre côté, alors, se gargariser sur le droit de veto, c'est une chose. Trouver les moyens d'y accéder, ce qui est une logique interne dans le cadre de l'évolution de l'humanité, ça remet en cause tout le système en général. Alors, Thierry Moëlle, ce que dit Bernard Hounet est tellement vrai, tellement pertinent, que ça rend triste même. Et ça rend d'autant plus triste que sur ce continent, la plus grande organisation intergouvernementale que nous avons, l'Union africaine, est même financée par l'extérieur. Malheureusement, de votre tristesse, moi j'ai besoin d'écraser une larme au fond de moi. Parce que la nécessité pour les Africains de peser sur la géopolitique mondiale ou la géostratégie mondiale, encore que quand je dis géostratégie mondiale, il y a un peu une espèce de tautologie sur la géostratégie. C'est quoi? C'est premièrement de fixer soi-même ses propres priorités. Parce que cet agenda, aujourd'hui, de 2 sièges permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies, qui nous l'a glissé à l'oreille, est-ce une distraction? Parce qu'il faut regarder les choses froidement. Cette affaire va encore diviser les Africains plus que par le passé. Parce qu'on va commencer à regarder les sphères géographiques et les sphères linguistiques. Tout à l'heure, Bernard Oudin a parlé du Nord. On dit les pays du Maghreb ou du Maghreb, bref, arabes. Ensuite, on va redescendre. On va commencer à les pays francophones. Ensuite, les pays anglophones. Vous voyez, le problème qui est posé à chaque fois est le problème de l'unité de l'Afrique. Mais de l'Afrique subsaharienne, il ne faut pas se leurrer. La mentalité des Africains au nord de l'Afrique n'est pas la même, ni leur perception de l'intégration africaine que celle de l'Afrique au sud du Sahara. Les États-Unis d'Afrique doivent absolument commencer à faire corps. C'est-à-dire quoi? Je répète, accéder à la connaissance, accéder au pouvoir économique et accéder au pouvoir militaire. C'est les 3 choses qui peuvent permettre aux subsahariens, ou même à l'Afrique dans son ensemble, de pouvoir peser sur la balance, n'est-ce pas, internationale. Mais lorsqu'on veut suivre les agendas comme ce que nous sommes en train de voir là, il faut se demander quel est le but derrière. De continuer à fracturer l'Afrique en interne, parce que cette question va se poser et elle ne sera pas débattue ni même tranchée au niveau de l'Union africaine. Déjà, je pense qu'il y a des élections au mois de février 2025 pour ce qui concerne, n'est-ce pas, également le Conseil de l'UA. Quelle sera l'orientation? Est-ce que les Africains peuvent arriver à un stade où ils se disent, bon, quel est le meilleur d'entre nous? Quel est le processus qui va être mis en place pour avoir celui qui sera éligible à faire partie, n'est-ce pas, de ce... Donc, on va voir que les pays francophones, ou bien ce qu'on appelle les pays d'expression de la langue française, vont être téléguidés par qui, par quoi? Et à l'intérieur, il y a déjà des fractures parce qu'il y a, par exemple, les États de l'AES qui sont en train de prendre leur indépendance complète, même comme ils sont backupés par une superpuissance, parce qu'aujourd'hui, nous sommes encore au stade des alliances stratégiques. Il faut partir du stade des alliances stratégiques pour arriver au stade de l'autonomie réelle. Et l'autonomie réelle des États africains, c'est une autonomie interne basée sur la puissance interne. Oui. Et pour ça, il faut carrément se départir des frontières héritées de la colonisation. Tant qu'on a ces frontières, eh bien, notre vision est fracturée. Elle est fracturée sur le plan culturel et sur le plan linguistique. Ceux qui parlent la langue française vont dire bah, nous, on va s'aligner sur le grand mentor de nos pays qui se trouve être la France. Ceux qui parlent la langue anglaise vont dire ah non, nous, notre mentor, c'est les États-Unis. On n'est pas... Ou l'Angleterre. Beaucoup plus les États-Unis, puisque l'Angleterre, c'est un peu le proxy des États-Unis. Donc, on va arriver à un stade où on va tourner en rond pendant des années. Et aujourd'hui, les Américains qui disent ben, nous sommes favorables à un droit de veto, eh bien, vide dans sa coquille, c'est-à-dire sans, du moins, 2 membres permanents au Conseil de sécurité et non pas de droit de veto, mais qui n'auront pas de droit de veto. Ça veut dire qu'on est en train de perdre du temps aux Africains. Il n'y a aucune pertinence pour se focaliser sur ce genre de choses émis par un machin qu'on appelle la machine onusienne. Donc, pour moi, ce n'est pas la priorité. Il faut que les Africains se fixent eux-mêmes leur agenda et qu'ils aient des agendas qui soient orientés vers l'intérieur et l'épanouissement de leur peuple.
l'accès à la connaissance, l'accès à la Vous l'avez puissance dit. économique et l'accès à la puissance militaire. Alors, Une fois c'est- qu'on a les trois, eh bien, on peut revenir à la table et dire aux détenteurs, n'est-ce pas, de la puissance du veto, dire aujourd'hui, bon voilà, nous on veut ceci, sinon vous n'avez plus ceci. Et on est capable de défendre nos intérêts Alors, c'est avec intéressant. la puissance militaire que nous avons. C'est intéressant ce que vous dites. Thierry Moilet, mais il faut quand même que j'essaie de corriger quelque chose. Vous avez parlé de différence de mentalité entre l'Afrique du Nord et Ah, ne l'Afrique. corrigez pas, c'est la réalité. Et l'Afrique. On la voit, puisqu'il y a l'esclavage qui est encore là-bas jusqu'aujourd'hui. L'Union Et on met qui a du l'esclavage? Maghreb n'a jamais fonctionné. Ils ne s'entendent pas mieux que nous, de toute façon. La division. L'Union du Maghreb, entre eux, ils n'ont jamais Comment le réussi. Maghreb regarde le reste de l'Afrique? Ah, mais ça, c'est une autre question. Voilà, c'est mais de ça que je parlais. Ah oui, ça, on est d'accord. On est d'accord. De ce point de vue, on est d'accord. Mais ce qui est encore plus intéressant dans ce que dit Thierry Moilet et Patrick Mboyo, c'est ça, la question que ça soulève, est-ce que l'objectif qu'il vise, c'est toujours l'Afrique balkanisée d'aujourd'hui qui va l'atteindre, ou bien il faut débalkaniser le continent pour créer des pôles? Parce qu'en réalité, si chacun doit raisonner à partir de ses intérêts et de sa force militaire qu'il évoque, on n'y arrivera jamais. Nous sommes 54 États. Moi, je dirais même 55, parce que je considère le Sahara occidental comme étant un État et puis membre à part entière de l'Organisation des Nations Unies, ou de l'Union africaine. Pas encore des Nations Unies, mais de l'Union africaine. Je suis enseignant de droit, je reste légaliste. S'il vous plaît, n'avez pas ce débat dans cette... Mais non, c'est pas le sujet, on fera une autre émission. Mais non, sur ça. 55 États, parce que le Sahara occidental est membre effectif de l'Organisation de l'Union africaine. Il ne faut pas l'oublier. Parce que parler de l'Union africaine et dire que nous sommes 54 et effacer le Sahara occidental, ce n'est pas être cohérent dans le discours. Le Maroc avait quitté justement l'OUA à cause de cette question et le retour du Maroc a fait que la position de l'Union africaine est désormais un peu nuancée et par rapport... Non, mais le Sahara occidental est membre effectif de l'Union africaine. Monsieur Boyo, voilà, c'est une parenthèse, je précise cela. Vous dites 54, moi je préfère dire 55, c'est l'enseignement que je donne à mes étudiants. En ce qui concerne le travail qui doit être fait, moi je dirais que nous devons travailler en faisant de l'obstacle un chemin. Le droit de veto n'est pas une finalité ni une fin en soi, puisqu'il faut se rappeler à ce que nous avons dit au début de cette émission. Ouais. Le principe, c'est l'unanimité des membres permanents du Conseil de sécurité. C'est ça le principe. Et c'est à ça que l'on doit viser, c'est ce que l'on doit viser. Voilà. Nous devons viser à ce que les membres permanents, un pays ou deux pays africains qui sont membres du Conseil de sécurité, doivent viser à ce que le vote sur toute question autre que de procédure puisse avoir l'adhésion des pays membres de l'Union africaine ou de ce pays-là qui représente d'autres pays. Je pense que c'est ça déjà. Première chose, il ne faut pas oublier, ne pas penser que nous allons avoir un siège au Conseil de sécurité pour être capable de dire non aux États-Unis ou à la Russie, c'est une mauvaise façon de voir les choses. Pensez d'abord que nous allons au Conseil de sécurité en tant que membre permanent pour faire valoir notre vision des choses dans les résolutions qui sont prises sur la conduite des affaires de ce monde. Première chose. Mais ne pas oublier aussi qu'en allant devenir membre permanent du Conseil de sécurité, nous sommes dans la même situation que la France au départ. In due course, aucun État africain ne sera aujourd'hui membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies ou demain de son propre fait, en réalité, pour son propre intérêt. Je vais expliquer pourquoi la France, permettez-moi de revenir un petit peu, a été choisie comme membre permanent. Au départ, pourquoi on a choisi seulement la France? Puisque en réalité, parmi les puissances qui étaient colonisatrices, en Europe, il y avait essentiellement la France, l'Italie, l'Allemagne, aussi la Belgique, on peut dire, pour la RDC. Oui. Or, la Belgique ne fait pas le poids devant la France, première chose. L'Allemagne et l'Italie étaient dans l'axe du mal. Ce sont des pays qui étaient des pays nazis. Donc, le seul pays qui légitimement représentait la puissance européenne pour avoir un siège, à part la Grande-Bretagne, c'est la France. Oui. Et c'était aussi la volonté de la Grande-Bretagne et des États-Unis d'avoir un allié occidental, un allié européen, dans ce club-là fermé. Et la Russie, qui n'a pas été plus dupe, a compris que si j'y vais seul, je vais me retrouver seul face à ces trois États. Vaut mieux qu'il y ait aussi la Chine. C'est pour cela que la Russie a soutenu le fait que la Chine, qui était la nation la plus peuplée à l'époque, soit aussi membre. Aujourd'hui, si les Africains nous y allons avec un objectif précis.
La question était abordée tout à l'heure. Là. Il y aura des divisions. Oui, c'est vrai. Les trois grandes puissances ne se sont pas mises d'accord au même moment. Il y avait la conférence de Dumbarton. Avant, il y avait même la conférence de Téhéran. Il y avait une conférence de Téhéran, une conférence de Dumbarton-Ox et une conférence de Yalta pour arriver à se mettre d'accord pendant qu'ils faisaient la guerre. Alors nous, Africains, si nous pouvons prendre du temps pour dialoguer, pour discuter, pour réfléchir, je pense qu'on parviendra toujours à trouver un accord. Un point commun, ce qu'il faudra trouver, ce n'est pas le meilleur d'entre nous. C'est mal poser le problème. C'est le plus fort, trouver, ou bien non, celui trouver qui peut défendre celui qui réunit le plus de consensus. Oui. C'est-à-dire, on peut prendre le fait qu'il est francophone, il est dans telle zone géographique, ce pays-là. Il réunit, par exemple, les peuples qui parlent le plus par exemple, les Bantous. Les Bantous partent, par exemple, du Nigeria ou du Cameroun jusqu'au niveau de l'Angola, ou même en Afrique du Sud, puisque Nelson Mandela était Bantou. Un pays ce sont des éléments à prendre en compte, des éléments ethnographiques, des éléments géographiques. Vous parlez de plusieurs mais pays. oui, justement, c'est pour ça que je parle de dénominateur commun. Ce n'est pas le meilleur. Oui. Mais le pays qui sera désigné, c'est un pays qui doit réunir en son sein un certain nombre de dénominateurs pour dire que quand ce pays va voter, il va voter non pas pour lui, mais il va voter en tenant compte des éléments qui constituent les dénominateurs linguistiques, géographiques, ethnographiques, culturels, dans ces éléments. Vous pensez à quel pays pour vous dire les choses concrètes? Je ne peux pas réfléchir pour les moments. Je pense que je lance des pistes de résolution. Oui. Je suis prêt à travailler avec d'autres chercheurs, s'ils le veulent, ou d'autres personnes, d'autres penseurs intellectuels, pour que nous puissions réfléchir. Je pense que c'est une très bonne occasion. C'est pour ça que je dis de faire l'obstacle un chemin. C'est une belle occasion pour nous de réfléchir à la construction, justement, de l'Afrique. Puisqu'à partir de cette histoire de siège permanent du Conseil de sécurité, nous pouvons aller plus loin, réfléchir comment, justement, transformer nos frontières. Parce qu'un pays qui serait dénominateur commun doit constituer aussi le pôle de ces dénominateurs communs pour constituer des pôles que vous avez évoqués, des pôles de développement économique, des pôles de développement militaire, des pôles de développement stratégique afin de pouvoir donner un essor particulier. Nous n'allons pas construire l'Afrique comme on a construit l'Union européenne, nous n'allons pas construire l'Afrique comme on a construit l'Amérique, nous n'allons pas construire l'Afrique comme on a construit l'Asie aujourd'hui. Nous devons réfléchir, avoir nos propres défis à nous et trouver des éléments, des réflexions qui peuvent nous amener à trouver des solutions à nos problèmes. On en est loin. Bernard Oudin, on en est loin. Il y a encore du chemin, je suis d'accord. On en est loin, et ce, d'autant plus que je me rends à Johannesburg et je constate à l'aéroport qu'un Européen est exempté de visa pour entrer en Afrique du Sud, pendant que des Africains sont soumis au visa. Moi, je n'ai rien contre... je ne le dis pas parce que je suis contre le fait que les gens... mais c'est comment, dans ces conditions, on peut, justement, atteindre cet objectif quand, entre nous-mêmes, il n'y a même pas la libre circulation. Entre Africains, comment peut-on réussir, justement... Je vais vous répondre... Vous êtes Africain, mais justement, vous le revendiquez. C'est ce que j'allais vous dire. Justement. Je vais régulièrement en Afrique du Sud, et je l'ai été très souvent pendant la période de la crise ivoirienne. Je suis franco-ivoirien, et comme vous le dites si bien, je ne suis jamais rentré en Afrique du Sud qu'avec mon passeport français, parce que j'avais juste le tampon à l'arrivée. C'est ça. Et que si j'avais pris mon passeport ivoirien, j'aurais dû demander un visa. C'est ça. Donc je suis l'exemple typique. C'est ça. Et j'arrive en Afrique du Sud, je viens avec mon passeport français. Et c'est loin d'être un cas isolé, hein. Il y a beaucoup d'autres pays comme ça. Pour l'Afrique du Sud, je vous donne raison, oui, parce que je suis un exemple précis. Comme dit M. Poyot, le gros problème, ça va être de choisir qui, comment. Et regardez ce qui s'est passé pour la Côte d'Ivoire. Les résolutions de l'ONU sur la Côte d'Ivoire étaient toutes non applicables dans les conditions où la France les a appliquées. Quel État africain s'est levé pour dire on ne peut pas utiliser ces résolutions de telle façon? Il y a un président africain qui l'a fait en janvier 2011, au cœur de la crise. C'est le président Dos Santos en Angola, qui, lors des vœux diplomatiques à Luanda, a dit devant l'ensemble du corps diplomatique international représenté à Luanda, l'ONU, la France, ont trompé le monde entier avec cette histoire de mandat et de résolution.
Il l'a dit publiquement. Merci. C'est le seul. Merci, Bernard Houtin, pour ce dernier mot. Très rapidement, je vous laisse le dernier mot en quelques secondes. La crise, ou du moins la problématique, elle est complexe, elle est même double. L'ONU au sommet doit se démocratiser à ses propres problèmes. Nous, Africains, nous avons nos problèmes internes qui font que notre articulation par rapport à cette organisation est difficile. C'est d'autant plus difficile que même les puissants, quand ils veulent et quand ça leur plaît, s'affranchissent de l'ONU. Oui. On l'a vu quand Kofi Annan, secrétaire général des Nations Unies, essayait d'éviter la guerre en Irak, et essayait de voir comment à l'Assemblée générale, comment l'ONU peut statuer et définir un cadre légal d'intervention. George Bush dit, j'en ai rien à faire, attaquez-moi l'Irak, hors cadre de l'ONU, et ils ont attaqué. Et après, ça a continué comme ça. J'ai la tristesse de vous rappeler, peut-être que le droit international, tel qu'il se présente aujourd'hui, est au service des puissants. Si l'Afrique veut sa part de puissance, il faut qu'elle devienne d'abord une puissante. puissance. Si elle compte sur le fait que les 5 membres permanents vont octroyer 2 sièges vides de coquilles pour espérer s'asseoir et réfléchir à son devenir, c'est une perte de temps. Soyons puissants et imposons-nous. Aussi simple que ça. Parce que si on réfléchit autrement, je répète encore, la sphère internationale ne donne pas de cadeaux. On arrache sa part du gâteau sur la table et c'est ça, et le seul langage que comprennent, n'est-ce pas, les puissants du monde. Vous n'êtes pas puissant, vous êtes écrasé. Vous êtes puissant, on vous respecte. Merci. Voilà, c'est tout. Le mot, il est clair. Merci Thierry. Vous voulez ajouter quelque chose très rapidement? Oui, puisqu'on a parlé de l'ONU et de l'Afrique pendant toute cette émission, c'est l'occasion pour rendre un petit hommage particulier à un monsieur qui a représenté l'Afrique à l'ONU et qui est l'exemple type de l'Africain ouvert sur le monde et capable de donner l'image qu'on souhaite de l'Afrique. Je veux parler de l'ancien ministre des Affaires étrangères ivoirien, M. Amara Essi, qui a été président de l'Assemblée générale en 1992, je crois, et qui a surtout été désigné comme le président pour les cérémonies du cinquantenaire des Nations Unies à San Francisco, donc en 1995, et qui est l'exemple type de l'homme d'État africain qui donne une bonne image de l'Afrique dans des instances internationales comme l'ONU. Et je profitais de cette occasion. En plus, il est ivoirien. Donc on aura le mot de la fin. Ici, Amara, un grand hommage vous est rendu. En tout cas, merci à vous, Patrick Mboyo. Merci d'avoir... Oui. Juste préciser qu'à la suite de ce qui vient d'être dit par Bernard, c'est que l'année prochaine, nous allons célébrer les 80 ans de l'Organisation des Nations Unies. Oui. C'est pour cela que j'ai beaucoup aimé venir dans ces débats, pour la première fois d'ailleurs, pour moi de venir dans cette chaîne et sur ce plateau, afin de pouvoir appeler à une réflexion profonde. Et surtout pour nous les Africains, c'est une belle occasion. Les astres, comme on le dit, s'alignent. Les États-Unis sont d'accord, la Russie est d'accord, la Grande-Bretagne est d'accord, la France aussi. En tout cas, tous les membres, les 5 membres permanents sont d'accord, y compris la Chine aussi, pour que l'Afrique ait un siège, au moins 2 sièges permanents. Mais sans droit de veto, ça n'aurait aucune utilité. Et il faut que nous puissions réfléchir ensemble pour que ça ne soit pas une aubaine de discorde, mais plutôt d'union et de progrès. Patrick Mboyo, vous êtes enseignant en droit public à l'Université Grenoble-Alpes et chercheur associé à l'Université Paris-Saclay. Merci d'avoir participé à cette émission. Bernard Houtin, conseiller spécial de l'ancien président ivoirien, et Laurent Gbagbo, auteur de 2 livres, dont Gbagbo, un homme, un destin. Merci à vous également d'avoir participé à cet échange. Thierry Mouelé et vous êtes professeur, vous êtes enseignant, vous aussi, écrivain, auteur de ces 2 livres, Historiographie africaine et Archéologie de l'esclavage dans le Pharaon inattendu, et ce roman en 3 volumes, bien sûr, une saga en 3 volumes, Le Pharaon inattendu, le livre de la source. Merci Thierry Mouelé Merci Richard de m'avoir invité à cet échange. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Frontal, votre rendez-vous que je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez fidèles à nos programmes. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci à vous.